Paul Claudel, Rencontre de Brangue 2008, Les racines de l'arbre. Pourquoi ce titre ? Parce que c'est sous le nom de l'arbre que Paul Claudel, en 1901, avait réuni les deux versions de Tête d'Or. La ville, les deux versions de la jeune fille Violaine, ainsi que l'échange et le repos du 7e jour, tous deux inédits jusque-là. Oui, mais attendez, dirigeons-nous plutôt vers la ferme. Un des lieux du vaste château de Brangue. Ancienne forteresse sise à la frontière du Dauphiné et de la Savoie, acquise en 1927 par Claudel et où il y est enterré. Oui, bon. C'est ici, aujourd'hui, 25 juin 2008, que Gérald Garouti présente au public une correspondance reconstituée entre Mallarmé et Claudel, dont il va nous révéler la construction. Bonjour, bienvenue à Brangue pour cette édition des Rencontres de Brangue consacrée au théâtre d'art. Ici, ce sont deux poètes avec à peine une dizaine d'années d'écart, plutôt qu'un rapport paternel, un rapport d'admiration inaugurale, fraternelle, et qui rapidement va mener à des divergences profondes. Pour une grande partie de leur correspondance, ils ne parlent pas de la même chose, peu, même s'ils se saluent, et c'est un écart qui se creuse. Et cet écart se creuse notamment à partir d'une question qui n'est pas développée dans leur correspondance, sauf une remarque de Claudel, qui est la question de Rimbaud. Et donc, c'est ici un montage que je vous convie. 10% à peu près correspond à la correspondance de Claudel. Les 90% restants sont en fait un montage à travers l'œuvre de Claudel et de Mallarmé, des correspondances, des textes divers, il y a à peu près une centaine de textes, et un examen de leur progressive divergence, notamment à partir de la question de Rimbaud et de l'importance qu'a eu Rimbaud dans l'histoire poétique. On va le voir, pour Claudel, Mallarmé représente la fin d'un cycle, la fin du XIXe siècle, et c'est Rimbaud qui véritablement inaugure un geste. Et j'espère que ça nous permettra d'entendre les voix de ces deux chasseurs d'absolu qui seront lus par Philippe Aurier-Genoux pour Stéphane Mallarmé et Xavier Legrand pour Paul Claudel. Ils ont inversé leur place puisque Claudel se trouve toujours à Jardin et l'esprit de Rimbaud est avec nous puisque Philippe Aurier-Genoux s'est fait opérer de la jambe et donc ça figure, cette présence rimbaldienne sur le plateau. Ce n'était pas un artifice de mise en scène, c'est un hasard objectif. Premier mouvement, partage. 1. Don du poème. Ma fréquentation de Mallarmé date de 1887. J'étais à ce moment-là sous l'impression du mouvement anarchiste. Je trouvais dans l'anarchie un geste presque instinctif contre ce monde congestionné, étouffant qui était tout autour de nous. Le geste du noyé qui cherche de l'air, jetant des bombes au hasard, sans presque savoir où. J'allais chez Mallarmé, mon Dieu, à ce moment-là, une fois par mois. Et là, je rencontrais tout ce petit groupe de jeunes gens qui l'entouraient. Régnier, Dujardin, René Guil, enfin, tout ce petit groupe qui a constitué ce qu'on a appelé le groupe symboliste décadent. Plus les amis de Mallarmé comme Villiers de l'Isle-Adam. Tous ces amis de Mallarmé, et j'en ai gardé un très bon souvenir. Mais je n'ai jamais fréquenté ni Régnier, ni les jeunes gens qui l'entouraient et qui écrivaient à ce moment dans des petites revues comme Écrit pour l'art. J'avais pour Mallarmé l'admiration d'un rustre, d'un ignorant et maladroit en face d'un prodigieux virtuose. J'étais là comme deux ronds de flanc, si je puis dire, pour l'écouter parler et s'exprimer d'une façon aussi élégante et distinguée qu'il le faisait. Et j'étais dans l'admiration, comme un petit bonhomme qui fait ses gammes et qui entend un virtuose. J'étais complètement saisi d'admiration. Mais l'admiration ou l'envie de faire la même chose sont deux choses complètement différentes. Mallarmé était la fleur suprême de Paris, le résumé exquis d'une race urbaine et d'une société courtoise, en qui de tout ne passe que l'esprit. Mallarmé, qui était tout le passé, fut aussi l'avenir. Mais déjà, à ce moment-là, le Mallarmé que je trouvais devant moi était un Mallarmé qui avait trouvé sa voie, qui était en somme pacifié dans l'acceptation d'une destinée, humainement parlant, médiocre.
Le Mallarmé qui m'avait touché et qui m'avait porté à écrire. C'était le Mallarmé des premiers vers. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Je partirai. Steamer, balançant ta mâture, lève l'ancre pour une exotique nature. 2. Échange. Les premiers poèmes que j'ai envoyés à Mallarmé sont Le sombre mai et Chansons d'automne. Des extraits, disons, des fragments épiques sans grande valeur, mais que Mallarmé, avec sa grande indulgence, avait bien voulu approuver. Depuis, je les ai détruits parce que je n'y ai pas trouvé beaucoup d'intérêt. Je n'ai qu'un regret, c'est celui de ne pas avoir assez détruit. Quand je relis mes premières œuvres, je me dis, comment ai-je pu garder tout cela? J'aurais dû en détruire beaucoup plus. Comment ai-je pu donner le jour sans frissonner à de pareilles extravagances? Tête d'or. Paris, 5 janvier 1891. Cher ami, vous pardonnez à mon retard. Ces absurdes fêtes où l'heure à soi n'existe plus, mais j'ai pu rouvrir le livre après l'enfouissement premier en esprit et le revoir tel, humain, énorme. Le théâtre, certes, est en vous. Un développement du geste des héros accompagne mystérieux ce rythme d'instinct si vrai par vous trouvé moral autant que d'oreille, lequel commande l'imaginaire spectacle. L'autorité de vos personnages me hante, particulièrement à travers le drame opiniâtre et sérieux et simple, où tout porte absolument votre marque. Mon cher Claudel, je vous sais. Vous devinez. Votre main. 3. Vouloir dire. Mallarmé possédait des qualités que je n'ai pas. C'était un homme extrêmement distingué, un causeur brillant avec une manière de s'exprimer tout à fait charmante. Son esprit allait non pas des choses aux mots, mais des mots aux choses. Il croyait à la valeur première et incantatoire du langage. Et alors, c'est là où la remarque est importante. À moi, il m'a dit... Ce que j'apporte dans la littérature, c'est que je ne me place pas devant un spectacle en me disant « qu'est-ce que c'est ?» en essayant de le décrire du mieux que je peux, mais en disant « qu'est-ce que cela veut dire ?» Depuis, dans la vie, je me suis toujours placé devant une chose, non pas en essayant de la décrire telle qu'elle, par l'impression qu'elle faisait sur mes sens ou sur mes dispositions momentanées, mes dispositions sentimentales, mais en essayant de la comprendre, de savoir ce qu'elle veut dire. Ce mot « veut dire » est extrêmement profond en français, parce que « veut dire », cela exprime une certaine volonté. Les choses veulent autre chose, elles ont un sens, une signification. Toute connaissance est une naissance. Nous ne cessons pas de connaître au monde. Au fond, c'est la grande leçon que m'a donnée Mallarmé. À peu près la seule que j'ai retenue de son enseignement. L'écrivain n'est pas seulement fait pour constater ou pour décrire, il est là pour essayer de comprendre. Deuxième mouvement, exil. Shanghai. Cher monsieur, la Chine est un pays ancien, vertigineux, inextricable. J'y vis et je m'y plais. La vie n'y a pas été atteinte par le mal moderne de l'esprit. Elle pullule, touffue, naïve, désordonnée des profondes ressources de l'instinct et de la tradition. J'ai la civilisation moderne en horreur. Et je m'y suis toujours senti étranger. Ici, au contraire, tout paraît naturel et normal. Je prendrai la liberté de vous envoyer un sceau portant votre nom en vieux caractères chinois. Je vous prie de faire mes amitiés à tous les collègues en littérature que j'ai pu rencontrer chez vous. Bien peu, je pense, se souviennent de moi. Croyez-moi votre bien dévoué. Paris, le 18 février 1896. Cher Claudel,
Je vais proférer un blasphème en disant que je ne sais si je prise davantage l'espace apporté par votre lettre ou l'amitié. Il faut que je sois bien là d'ici, puisque, vous savez, comme, premièrement et avant tout, j'ai du goût pour vous. Vous verrez qu'on m'a promu prince des poètes. Alors les journaux m'attachent une queue de cerf-volant avec laquelle je me sauve dans les rues sans autre moyen de me dissimuler que de rejoindre le cortège du bœuf gras. Des nuages. 9 juillet 1897. Cher monsieur, est-ce la peine de dater de si haut une lettre qui sera probablement si plate? La Chine devient le seul pays où un individu décent peut vivre sans souffrance. J'aime beaucoup ces villes chinoises pleines d'un tohu-bohu de choses et de gens en or. Le fond de la mer ne saurait être plus amusant. J'ai trouvé dans le peuple chinois, avec sa salubre horreur de tout changement, un peuple selon mon cœur. Aussi ai-je ouvert sous le titre de « Connaissance de l'Est » un carton où je mets mes papiers sur la Chine, notes ou poèmes. Je serais heureux que vous les lussiez. Quelle impression de mort et de cendre l'on ressent quand les premières fumées de la colonne de vapeur qui monte de là-dessous, de la terre humide et humaine, viennent vous mouiller le visage. Tiens, justement, Denis Podalides est parmi nous. Retrouvons-le dans la cour intérieure du château, lisant des extraits de Connaissance de l'Est, dont Théâtre. Le palais de la corporation cantonaise a le recoin de son dieu d'or, sa salle intérieure, où de grands sièges placés avec solennité au milieu invitent moins au repos, vacant, qu'ils ne l'indiquent. Et comme les clubs européens disposent d'une bibliothèque, on a de l'autre côté de la cour qui précède tout l'édifice, établi avec parade et pompe, le théâtre. C'est en retrait entre deux bâtiments, une terrasse de pierre, bloc haut et droit, et constituée de la seule différence de son niveau, la scène, entre les coulisses et la foule dont elle surpasse la tête, établit sa marche vaste et plate. Une toiture carrée l'obombre et la consacre comme un dais. Un second portique qui la précède et l'encadre de ses 4 piliers de granit lui confère la solennité et la distance. La comédie y évolue, la légende s'y raconte elle-même, la vision de la chose qui fut s'y révèle dans un roulement de tonnerre. Le rideau, comparable à ce voile qu'est la division du sommeil, ici n'existe pas, mais comme si chacun, y arrachant son lambeau, s'était pris dans l'infranchissable tissu, dont les couleurs et l'éclat illusoires sont comme la livrée de la nuit, chaque personnage, dans sa soie, ne laisse rien voir de lui-même que cela dessous qui bouge. Sous le plumage de son rôle, la tête coiffée d'or, la face cachée sous le phare et le masque, ce n'est plus qu'un geste et une voix. L'empereur pleure sur son royaume, la princesse injustement accusée fuit chez les monstres et les sauvages, les armées défilent, les combats se livrent, les années et les distances d'un geste s'effacent. Les débats s'engagent devant les vieillards, les dieux descendent, le démon surgit d'un pot. Mais jamais, comme engagé dans l'exécution d'un chant ou d'une multiple danse, aucun des personnages, pas plus que de ceux-là qui le vaient, ne sort du rythme et de la mélopée générale qui mesure les distances et règle les évolutions. L'orchestre par derrière, qui tout au long de la pièce mène son tumulte évocatoire, comme si, tels que les essaims d'abeilles qu'on rassemble en heurtant un chaudron, les fantasmes scéniques devaient se dissiper avec le silence, l'orchestre par derrière a moins le rôle musical qu'il ne sert de support à tout, jouant, pour ainsi dire, le souffleur et répondant pour le public. C'est lui qui entraîne ou ralentit le mouvement, qui relève d'un accent plus aigu le discours de l'acteur, ou qui, se soulevant derrière lui, lui en renvoie aux oreilles la bouffée et la rumeur.
Il y a des guitares, des morceaux de bois que l'on frappe comme des tympans, que l'on heurte comme des castagnettes, une sorte de violon monocorde qui, comme un jet d'eau dans une cour solitaire, du filet de sa cantilène plaintive, soutient le développement de l'élégie. Et enfin, dans les mouvements héroïques, la trompette. C'est une sorte de bugle à pavillon de cuivre, dont le son chargé d'harmonique a un éclat incroyable et un mordant terrible. C'est comme un cri d'âne, comme une vocifération dans le désert, une fanfare vers le soleil, une clameur éructée d'un cartilage d'éléphant. Mais la place principale est tenue par les gongs et cymbales, dont le tapage discordant excite et prépare les nerfs, assourdit la pensée, qui, dans une sorte de sommeil, ne vit plus que du spectacle qui lui est présenté. Cependant, sur le côté de la scène, suspendus dans des cages de joncs, deux oiseaux, pareils à des tourterelles, ce sont, paraît-il, des pelitze, ils viennent de Tientsin, rivalisant innocemment avec le vacarme où ils baignent, filent un chant d'une douceur céleste. La salle, sous le second portique et la cour tout entière sont emplies exactement d'une tarte de têtes vivantes, d'où émergent les piliers et les deux lions de grès à gueule de crapaud que coiffent des enfants assis. C'est un pavage de crânes et de faces rondes et jaunes, si dru qu'on ne voit pas les membres et les corps. Aux galeries supérieures, les riches et les mandarins fument leurs pipes et boivent le thé dans des tasses à soucoupe de cuivre, envisageant comme des dieux le spectacle et les spectateurs. Comme les acteurs sont cachés dans leurs robes, c'est ainsi, comme s'il se passait dans son sein même, que le drame s'agite sous l'étoffe vivante de la foule. Denis Podalides, dans Connaissance de l'Est, nous rencontrons Paul Claudel, qui était ambassadeur en Chine. Et il a rencontré, à travers ce théâtre chinois, quelque chose qui l'a obsédé peut-être souvent, c'est la façon de dire les textes. Et puis une toute autre organisation du théâtre, comme c'était un esprit très frondeur, très anarchiste, qui était même en opposition, en hostilité, un peu un climat de son temps. Il ne cesse de le dire qu'avec Tête d'Or, d'ailleurs, c'était une façon d'exprimer la haine, une certaine haine de l'esprit français. Et je crois qu'il n'avait pas beaucoup d'affection pour le théâtre tel qu'il se jouait dans ces années-là. Et il voit dans le théâtre chinois, je pense, un rêve de théâtre, quelque chose qui l'émerveille parce qu'il y a tout un système organisé, musical, rythmique, et qui n'est pas fondé sur des numéros d'acteurs. J'ai l'impression que c'est le théâtre bourgeois tel qu'il le voyait dans sa jeunesse, même peut-être d'ailleurs ce qu'il pouvait voir la comédie française, la tragédie française, tout ça lui semblait une forme éculée. Et il voit dans le théâtre chinois la possibilité d'une renaissance. Et ce texte, c'est peut-être moins la description rigoureuse d'un véritable théâtre chinois que le signe d'un émerveillement pur du jeune Claudel, quand il dit, par exemple, « Chaque personnage dans sa soie ne laisse rien voir de lui-même que cela dessous qui bouge. Ce n'est plus, sous le plumage de son rôle, la tête coiffée d'or, la face cachée sous le phare et le masque, ce n'est plus qu'un geste et une voix. Que l'acteur ne soit plus une vedette, un corps individualisé, mais un geste et une voix dans un concert organisé, rythmé, selon un rituel presque religieux. C'est ça qu'il va essayer d'amener dans le théâtre, d'ailleurs, je pense. Moi, je sais que me touche particulièrement cet émerveillement devant ce théâtre et comment il regarde d'ailleurs le public avec cette expression magnifique où il compare une salle pleine à une grande tarte de têtes vivantes. C'est un public qu'il est en train de rêver pour ses pièces. D'ailleurs, le soulier de satin est, je pense, écrit pour être joué d'une certaine manière selon les codes du théâtre chinois. C'est ce que Jean-Louis Barrault a essayé plus ou moins de faire à la création, avec un orchestre qui n'était pas un orchestre destiné à illustrer, à commenter, mais à rythmer profondément le jeu des acteurs, à les appeler en scène, à les chauffer, à les faire monter. C'est ça qu'il cherche. Et je pense que tout cet émerveillement devant
non seulement le théâtre chinois, mais toutes les manifestations de l'art chinois, puis aussi d'ailleurs de l'art japonais. C'est comme une sorte de manifeste de littérature qu'il publie. Il y a un texte très très beau où il dit que c'est pas tant les choses qui importent, c'est pas les couleurs, c'est pas la matérialité des choses qui importe, c'est la relation qui existe entre elles. Et l'écho qu'il peut y avoir entre telle et telle chose, la résonance. Et ça, c'est un art... D'ailleurs, c'est curieux parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'inventeront plus tard les structuralistes qui définiront que la poésie, ça tient non pas tant par les mots que par les rapports que les poètes établissent entre les mots. Tristesse de l'eau. Il est une conception dans la joie, je le veux. Il est une vision dans le rire. Mais ce mélange de béatitude et d'amertume que comporte l'acte de la création, pour que tu le comprennes, ami, à cette heure où s'ouvre une sombre saison, je t'expliquerai la tristesse de l'eau. Du ciel choix ou de la paupière déborde une larme identique. Ne pense point de ta mélancolie accuser la nuée, ni ce voile de l'averse obscure. Ferme les yeux, écoute. La pluie tombe. Ni la monotonie de ce bruit assidu ne suffit à l'explication. C'est l'ennui d'un deuil qui porte en lui-même sa cause. C'est l'embesognement de l'amour. C'est la peine dans le travail. Les cieux pleurent sur la terre qu'ils fécondent. Et ce n'est point surtout l'automne et la chute future du fruit dont elles nourrissent la graine qui tire ses larmes de la nue hivernale. La douleur est l'été, et dans la fleur de la vie, l'épanouissement de la mort. Au moment que s'achève cette heure qui précède midi, comme je descends dans ce vallon qu'emplit la rumeur de fontaines diverses, je m'arrête ravi par le chagrin. Que ces eaux sont copieuses. Et si les larmes, comme le sang, ont en nous une source perpétuelle, l'oreille à ce cœur liquide de voix abondantes ou grêles, qu'il est rafraîchissant d'y assortir toutes les nuances de sa peine. Il n'est passion qui ne puisse vous emprunter ces larmes, fontaine, et bien qu'à la mienne suffise l'éclat de cette goutte unique qui de très haut dans la vasque s'abat sur l'image de la lune, je n'aurai pas en vain pour maints après-midi appris à connaître ta retraite, Val Chagrin. Me voici dans la plaine, au seuil de cette cabane où, dans l'obscurité intérieure, luit le cierge allumé pour quelque fête rustique, un homme assis tient dans sa main une cymbale poussiéreuse. Il pleut immensément, et j'entends seul, au milieu de la solitude mouillée, un cri d'oie. Le promeneur, extrait. Jadis, j'ai découvert avec délice que toutes les choses existent dans un certain accord. Et maintenant, cette secrète parenté par qui la noirceur de ce pin épouse là-bas la claire verdure de ces érables, c'est mon regard seul qui l'avère. Et restituant le dessin antérieur, ma visite, je la nomme une révision. Je suis l'inspecteur de la création, le vérificateur de la chose présente. La solidité de ce monde est la matière de ma béatitude. Aux heures vulgaires, nous nous servons des choses pour un usage, oubliant ceci de pur, qu'elles soient. Mais quand, après un long travail, au travers des branches et des ronces, à midi, pénétrant historiquement au sein de la clairière, je pose ma main sur la croupe brûlante du lourd rocher, l'entrée d'Alexandre à Jérusalem est comparable à l'énormité de ma constatation. Et je marche, chacun renferme en soi le principe autonome de son déplacement par quoi l'homme se rend vers sa nourriture et son travail. Pour moi, le mouvement égal de mes jambes me sert à mesurer la force de plus subtils appels. L'attrait de toute chose, je le ressens dans le silence de mon âme. Je comprends l'harmonie du monde. Quand en surprendrai-je la mélodie ? Ça et là, extrait. L'artiste européen copie la nature selon le sentiment qu'il en a.
le japonais l'imite, selon les moyens qu'il lui emprunte. L'un s'exprime et l'autre l'exprime. L'un ouvrage, l'autre mime. L'un peint, l'autre compose. L'un est un étudiant, l'autre, dans un sens, un maître. L'un reproduit dans son détail le spectacle qu'il envisage d'un œil probe et subtil, l'autre dégage d'un clignement d'œil la loi. Et dans la liberté de sa fantaisie, l'applique, avec une concision scripturale. L'inspirateur premier de l'artiste est ici la matière sur laquelle il exerce sa main. Il en consulte avec bonne humeur les vertus intrinsèques, la teinte, et s'appropriant l'âme de la chose brute, il s'en institue l'interprète. De tout le conte qu'il lui fait dire, il n'exprime que les traits essentiels et significatifs, et laisse au seul papier, à peine accentué çà et là par des indications furtives, le soin de taire toute l'infinie complexité qu'une touche vigoureuse et charmante implique encore plus qu'elle ne sous-entend. C'est le jeu dans la certitude, c'est le caprice dans la nécessité, et l'idée, captivée tout entière dans l'argument, s'impose à nous avec une insidieuse évidence. Et pour parler tout d'abord des couleurs, nous voyons que l'artiste japonais a réduit sa palette à un petit nombre de tons déterminés et généraux. Il a compris que la beauté d'une couleur réside moins dans sa qualité intrinsèque que dans l'accord implicite qu'elle nourrit avec les tons congénères. Et du fait que le rapport de deux valeurs, accrues de quantités égales, n'est point modifié, il répare l'omission de tout le neutre et le divers par la vivacité qu'il donne à la conjonction des notes essentielles, indiquant sobrement une réplique ou deux. Il connaît que la valeur d'un ton résulte, plus que de son intensité, de sa position. Et maître des clés, il transpose comme il lui plaît. Et comme la couleur n'est autre que le témoignage particulier que tout le visible rend à la lumière universelle, par elle, et selon le thème que l'artiste institue, toute chose prend sa place dans le cadre. Mais l'œil qui clignait maintenant se fixe, et au lieu de contempler, il interroge. La couleur est une passion de la matière. Elle singularise la participation de chaque objet à la source commune de la gloire. Le dessin exprime l'énergie propre de chaque être, son action, son rythme aussi, et sa danse. L'une manifeste sa place dans l'étendue, l'autre fixe son mouvement dans la durée. L'une donne la forme et l'autre donne le sens. Et comme le japonais, insoucieux du relief, ne peint que par le contour et la tache, l'élément de son dessin est un trait schématique. Tandis que les tons se juxtaposent, les lignes s'épousent. Et comme la peinture est une harmonie, le dessin est une notion. Et si l'intelligence qu'on a de quoi que ce soit n'en est qu'une aperception immédiate, entière et simultanée, le dessin, aussi bien qu'un mot fait de lettres, donne une signification abstraite et efficace, et l'idée toute pure. Chaque forme, chaque mouvement, chaque ensemble fournit son hiéroglyphe. Le français ou l'anglais horrible, crûment, n'importe où, sans pitié pour la terre qu'il défigure, soucieux seulement d'étendre, à défaut de ses mains cupides, son regard au plus loin, construit sa baraque avec barbarie. Il exploite le point de vue comme une chute d'eau. L'oriental, lui, sait fuir les vastes paysages dont les aspects multiples et les lignes divergentes ne se prêtent pas à ce pacte exquis entre l'œil et le spectacle qui seul rend nécessaire le séjour. Sa demeure ne s'ouvre pas sur tous les vents. Au recoin de quelques paisibles vallées, son souci est de concerter une retraite parfaite, et que son regard soit si indispensable à l'harmonie du tableau qu'il envisage qu'elle foreclose la possibilité de s'en disjoindre. Ses yeux lui fournissent tout l'élément de son bien-être, et il remplace l'ameublement par sa fenêtre qu'il ouvre. À l'intérieur,
l'art du peintre calquant ingénieusement sa vision sur la transparence fictive de son châssis, a multiplié une ouverture imaginaire. Dans cet ancien palais impérial que j'ai visité, emporté tout le magnifique et léger trésor, on n'a laissé que la décoration picturale, vision familière de l'habitante auguste, fixée comme dans une chambre noire. L'appartement de papier est composé de compartiments successifs que divisent des cloisons glissant sur des rainures. Pour chaque série de pièces, un thème unique de décoration a été choisi et introduit par le jeu des écrans pareils à des portants de théâtre, je puis à mon gré étendre ou restreindre ma contemplation. Je suis moins le spectateur de la peinture que son hôte. Et chaque thème est exprimé par le choix, en harmonie avec le ton propre du papier, d'un extrême uniforme de couleurs marquant l'autre terme de la gamme. Retournons ci-devant à la ferme, retrouver Gérald Garouti en compagnie de Xavier Legrand. Arthur Rimbaud n'est pas un poète. Il n'est pas un homme de lettres. C'est un prophète, sur qui l'esprit est tombé, non pas comme sur David, mais comme sur Saül. Telle a été sur lui cette horreur, cette malédiction, à laquelle, comme Jonas, il a essayé d'échapper par le blasphème et par la fuite. Un garçon de 16 ans, le nez encore plein de lait, voilà ce qui lui est arrivé. Nous allons à l'esprit. C'est très certain. C'est oracle, ce que je dis, et ne sachant m'expliquer sans parole païenne, je voudrais me taire. La vérité sortira de la bouche des enfants. Pour la première fois, voici l'enfance qui s'exprime elle-même, humide de nuit et de mystère. Il a plu à la Providence de donner à ce poète de 7 ans les facultés d'expression d'un homme de génie. Voici le blasphème de cet innocent monstrueux, chargé tout à coup d'un message auquel il ne comprend rien. Comment s'étonner qu'il n'ait pas su se l'arracher des entrailles, sans toutes sortes de spasmes, de hoquets, de contorsions et de pleurs. Je voudrais expliquer ce mot de prophète. Il s'agit de toute autre chose que de sainteté ou de vertu. L'Antiquité judaïque, les premiers siècles du christianisme, le paganisme lui-même, avec les Pythies et les Sibylles, ont connu cet esprit de la langue. Cet esprit de prophétie, l'inspiration, n'a jamais à aucun moment cessé de souffler sur l'humanité. C'est lui qui a suscité tant d'artistes, tant de poètes, tant d'initiateurs, de toutes sortes, tant de pousseurs désespérés. Son accent est inimitable. Aucune espèce de talent et d'artifice ne saurait en tenir à la place. Nous le reconnaissons aussitôt au fond de notre cœur. Et cette espèce d'émoi n'est pas explicable de voir un gamin de 18 ans, à peine échappé à l'uniforme des collèges et taché du vin des cavernes, nous apporter le sanglot le plus déchirant que l'humanité ait entendu depuis les jours d'Éphraïm et de Juda. Le message de la pureté édénique au milieu d'un monde abruti, vautré dans le matérialisme inouï qui d'un coup détruisait l'ancienne prosodie et donnait à l'idiome français, à la langue d'Oyle, un éclat, un timbre, un moelleux, une vibration, une ligne mélodique jamais réalisée jusqu'à ce jour. Ce qu'il y a d'étonnant quand on lit les œuvres complètes de l'Ange de Charleville, c'est de voir le miracle se réaliser sous nos yeux. Et d'un milieu d'éruptation, de brutalité, de puérilité, d'ébauches informes, de réussites mutilées et vacillantes se dégager peu à peu à travers les illuminations encore trébuchantes. À la fin, dans la saison en enfer, le héros définitif et la note pure du grand Alector, désormais prêt à se taire. L'esprit a passé. L'œuvre est achevée. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. Oui, pour l'atteindre, cette vision élusive se valait la peine d'engager, seul et toujours à pied, ces courses interminables, à travers l'Ardenne d'abord, à travers la Belgique, à travers le Nord, à travers l'Europe, et le monde, et la mer, et l'Afrique, enfin, sur cette route horrible et calcinée. La grande route par tous les temps, la chasse spirituelle. La nature n'est pas seulement un opéra fabuleux, le répertoire de l'inconnu, l'archive balbutiante d'événements poignants et inestimables. Il s'agit de la surprendre à l'instant voulu,
si fragile. Et comme qui dirait en flagrant délit, à cette heure par exemple, où, sortant de la nuit, elle n'a pas encore appris à se défendre contre la brutale inquisition de la lumière. Il s'agit de ne pas effaroucher par un sursaut personnel et lente et profonde confidence de l'ombre qu'elle récupère. C'est ce que certains mystiques japonais appellent le sentiment du « ah ». En anglais, le « ah, awareness ». Alors, ô bonheur, ô joie, j'écartai du ciel l'azur qui est du noir, et je vécus étincelle d'or de la lumière nature, matinée d'ivresse, le bonheur, sa dent douce à la mort m'avertissait du chant du coq, ô Christus venit dans les plus sombres villes. Ô Christus venit, c'est ce mot qui fait la liaison entre les illuminations et la saison en enfer. Nous l'attendions. Et cependant, pauvre enfant, comme il avait fait tout ce qu'il pouvait pour secouer de lui la housse détestable de cette famille piétiste, provinciale et bourgeoise, c'est le temps de la pipe, de la crinière en broussailles, des poux, des bocs au café et de ces blasphèmes pitoyables. Patience. Un petit peu de temps encore et bientôt il aura fait connaissance avec l'enfer, pour de vrai. Une espèce de femme saoule, une espèce de débile éperdue et tendre avec laquelle il a noué une connaissance supérieure et dégoûtée, l'entraîne dans un vagabondage plein de chaos dont il célébrera bientôt la fin, dans une raclée magistrale. Drôle de ménage. Mais lui n'a jamais cessé d'être absent. Il regarde ailleurs d'un œil bleu. Il est tourmenté à jamais avec la solitude, avec la pauvreté, avec ce devoir farouche d'arrachement à tous les liens par le moyen d'un départ continuel. Car il vaut mieux être mort que d'être semblable à aucun de nous. Nous allons à l'esprit. Par l'esprit, on va à Dieu. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Et cela suffit. Il a fini de parler. On ne confie pas de secret à un cœur décelé. Toute la vie n'est pas de trop pour faire la conquête spirituelle de cet univers, pour épuiser la création, pour savoir quelque chose de ce qu'elle veut dire. Comme je descendais les fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges, criards, les avaient pris pour cible, les ayant cloués, nus, au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que des cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules des marées n'ont pas connu tohu, bohu, plus triomphant. L'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts où, flottaison blême et ravie, un noyer, pensif, parfois décent, où, teignant tout à coup les bleuités, délires et rythmes lents sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermente les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crévant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir,
l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baiser, montant aux yeux des mers avec lenteur la circulation des sèves inouïes, et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareils aux vacheries, hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle des océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau, d'hommes des arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marées énormes, nasses, ou pourris dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses, et les lointains vers les gouffres cataractants, glaciers, soleil d'argent, flots nacreux cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévoraient des punaises choix, des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades, et d'ineffables vents m'ont hélé par instants. Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux, montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes, et je restais ainsi qu'une femme à genoux, presqu'île, ballottant sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds, et je voguais lorsqu'à travers mes liens frêles des noyés descendaient dormir à reculons. Or, moi, bateau perdu sous les cheveux denses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi, dont les moniteurs et les voiliers les anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, monté de brumes violettes, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte, confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui couraient tachés de lunules électriques, planches folles escortées des hippocampes noirs, quand les juillets faisaient crouler à coups de trique les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs, moi, qui tremblais sentant geindre à 50 lieues le ru des BMO et les maelstroms épais, fileur éternel des immobilités bleues. Je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur? Mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, oh, que ma quille éclate, oh. Que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe,
c'est la flash. Froide et noire. Ouvert le crépuscule embrumé. Un enfant plein de tristesse, lâche un frêle bateau, comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner dans vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Merci. C'était William Nadilam qui nous a lu Le bateau ivre. Et plus tard vient le soleil du soir, taché d'horreur mystique. Présentation d'un extrait de Tête d'or par Jean-Pierre Jourdain. Alors, par souci de clarté, je me permettrai de lire 10 lignes, mais de la main de Paul Claudel, racontant le synopsis, si je puis dire, de Tête d'or. Dans un pays dont il m'a paru inutile de préciser le nom, un aventurier s'empare du pouvoir suprême que les faibles mains d'un monarque caduc laissent échapper. Il le tue, chasse sa fille, la princesse, qui s'en va errante et mendiante sur les routes de l'exil, dompte l'émeute et réunit autour de lui toutes les forces ardentes et conquérantes de la jeunesse. Bientôt, il s'est saisi de toute l'Europe, divisée et affaiblie, avec autant de facilité qu'Alexandre jadis de l'Empire perse à son déclin. Et voilà qu'il s'enfonce vers l'antique Asie, dans les déserts qui envoisinent le Caucase. Là, dans une rencontre avec les hordes mongoles, son armée, en proie à une panique soudaine, se débande. Tête d'or tombe, couvert de blessures. Sa mort, du moins, a rallié les fuyards qui, leurs adversaires dispersés, reprennent la route de l'Occident. À sa demande, on abandonne le roi sur une espèce de trône disposé en face du soleil couchant. C'est là qu'il va mourir. Déjà la nuit descend sur ses yeux quand il entend une plainte. C'est la princesse errante qu'un soldat déserteur a crucifiée aux branches d'un grand sapin. Et Tête d'or a repris la force de se relever. Il la cherche, il la trouve. Il arrache avec ses dents les clous qui la tiennent attachée. Il tombe, et c'est elle, à son tour, qui de ses mains blessées le reporte sur son lit funèbre. C'est là qu'entre ces deux débris de l'effort humain brisé et de la monarchie déchue s'engage le suprême dialogue. Ça, c'est les mots de Paul Claudel pour dire Tête d'or dans une conférence du 30 mai 1919 au théâtre du Gymnase. Alors nous allons entendre la mort de Sébès. Sébès, l'homme ancien, comme l'appelait Claudel, sera lu et joué par David Mambouche, et l'homme nouveau, Tête d'or, par André Marcon. Merci. Eh bien, tu le vois, ô Sébès, tout de même je reviens, ayant vaincu. Par tes mains victorieuses, très cher. Accueille-moi fraternellement. Ô toi qui as pu vaincre. Je leur ai aboyé au talon. Je les ai fait lever de leur ordure dans laquelle ils étaient assis. J'ai vu enfin que ce que j'avais désiré était. Comment as-tu fait? Je te le dis, j'étais plus ferme sur mon cheval que sur un roc. Et je voulais causer avec toi. Mais te voilà encore dans ce lit. Ne me plains pas.
Est-ce que cela va mieux? Parce que je n'en suis pas digne, héros. Tu me manques en ce que tu me dois. Ne suis-je pas ton tuteur? Penses-tu que ce que j'ai fait soit pour rien? Est-elle vaine l'adoption que nous avons serrée la nuit triste? Et n'es-tu point à moi? Eh bien? Quoi? Rien. Tu tortilles la chaîne de mon épée sans rien dire. Tête d'or. Eh bien? Est-ce que tu ramènes ton armée avec toi? Oui, elle me suit. Tu as remporté la victoire, tu as su commander à tous ces hommes selon leur corps et leur bataillon, et ils t'ont obéi. Oui, puisque je voyais et que je savais. Quoi? Ce qui est convenable est le saisir. L'œil et la raison disent en même temps « il faut ». Mon dû me doit être payé. Et moi, je ne vois pas et je ne sais pas. Qu'aurais-je pu faire? Cependant, je suis savant en une chose toute seule. Laquelle? T'ennuierais-je si je te dis tout? Ou te parlerais-je à mon aise, comme à celui à qui je me suis appuyé? En quelle chose? À me donner. Mais à qui me donner? Non pas à celui qui est aussi faible que moi. Rien d'imparfait ne peut me suffire, car je ne me suffis pas à moi-même. Je cherche donc celui qui est parfaitement juste et vrai, afin qu'il puisse être parfaitement bon et que je l'aime de même. Je ne suis qu'un enfant, tête d'or, mais je te le dis, il y a en moi une chose plus ancienne que moi, et elle a en elle-même son origine, et elle cherche sa fin, indignée contre ma raison et contre mes sens, infirme, et elle me rend la vie amère. Mais j'ouvre les yeux et je vois le soleil qui se lève et qui se couche, et la nature, et je n'y trouve point de joie, et les hommes, et ils sont pareils à moi. À qui d'entre eux parlerai-je? Je lui parlerai, et il me répondra. Chacun crie paye comme nous le droit d'être vivant, mais n'ayant point d'art, comme je te le dis, je ne puis payer que de moi seul. Et tous les hommes ne sont que de pauvres gens. Mais toi, penses-tu que celui que je dis existe? Tu mets le doigt en moi aussi sur une vieille blessure. Il existe. Il existe donc. Mais lequel de nous deux parle et n'est pas entendu? M'a-t-il rejeté ou de quel reproche suis-je entouré moi-même? J'atteste la vérité, qu'il n'y a pas une chose ici que je ne sois prêt à quitter comme un siège. Mais je vois une mouche, une herbe, une pierre. Et lui, si je ne le saisis point, pourquoi mes yeux ont-ils été doués de la faculté de voir et mes mains de doigts comme si elles voyaient? Car j'élève les mains et je les agite çà et là. Et quelqu'un me parlera-t-il de l'attente, des travaux de l'amélioration par qui l'homme auguste célèbre sa dédicace comme un temple? Je me soucie peu d'être aimé, mais je sais aimer et je veux voir et avoir. Mais là où je désire avec certitude, je ne trouve réellement quoi que ce soit. Et pourquoi en serait-il plus tard autrement? Car je suis fait de chair et de sang, selon ce que ma mère me fit. Qu'y a-t-il? Tu me regardes étrangement, et il y a quelque chose en toi que je ne reconnais pas. Tu es revenu victorieux. Pour tous, comme le retour des jours heureux qui approchent,
Et moi, tout seul, tu ne me sauves pas. Que veux-tu dire? Je meurs. Que me dis-tu là? Ce que les médecins m'ont dit, et c'est la vérité. Non! Je mourrai avant la nuit prochaine et avant qu'il ne soit midi. Non! Non! Ce n'est point la douleur que je crains et la crampe et l'horrible effort pour vomir, quand la bile et le sang m'emplissent la bouche et la sueur coule de moi comme si on pressait une éponge. Cependant, je puis supporter cela, car j'ai le cœur ferme, et je regarderai ton visage, mon frère, dans l'heure de ma torture. Pourquoi suis-je né? Car je meurs, et voici que je n'existe plus. Mais les ténèbres ont été faites sur moi, en sorte que j'y dormais, que je m'y réveillais, je ne voyais rien, et j'étais sourd, et je n'entendais aucun bruit. Voici que je suis comme un homme enterré vivant, et je suis enfermé comme dans un four. Donne-moi de la lumière, donne-moi de la lumière, donne-moi de la lumière, donne-moi de la lumière, car je veux voir. Donne-moi de l'air, car j'étouffe. Donne-moi à boire, car je ne veux point de cette eau qu'il me présentait. Mais toi, donne-moi de l'eau à boire, car la soif me consume, afin que je meure en paix. Ô frère, j'ai mis ma confiance en toi, ne me secourras-tu pas? Pourquoi m'as-tu pris sur le chemin? Pourquoi, tel que l'orgueil, t'étant agenouillé devant moi, m'as-tu saisi entre tes mains comme un arbre ou une fontaine? Sur mon cœur, il serrait son visage contre ce remords palpitant. Et il me supplie de nouveau au moment où il meurt. Je ne sais rien. J'ai fait effort. Tu parles de désir. La fin de l'heure présente me tire. Le désir rapace m'entraîne en avant par ce lieu d'horreur. Et il demande. Et je ne puis répondre à cet enfant malheureux. Et voici qu'il meurt. Tu pleures? Est-ce tout ce que tu as à répondre? Je te prie que tu me laisses et ne m'interroges pas. Que veux-tu de moi? Est-ce que je te cacherai dans mon ventre? Est-ce que je t'enfanterai de nouveau? C'est très horrible que tu aies pu m'arracher ces gouttelettes de femme. Tu me questionnes, et comme une chose brute, je ne puis répondre que par ces eaux vaines. Tu ne m'échapperas point ainsi. Réponds et je t'interrogerai, car tu es mon maître et il faut que tu me répondes. Réponds! Quand l'homme meurt, est-ce que quelqu'un subsiste? Tais-toi et ne me tente point. Réponds! Est-ce que la personne finit? Car pour la forme du corps, il est vrai qu'elle disparaît. Je réponds que l'homme a été conçu selon la chair. Et mourir n'est-il point sortir? Ce monde-ci a été fait pour l'homme, et une limite a été tracée autour de lui, afin qu'il ne sorte pas, et que personne n'entre non plus. Je mourrai donc, et je n'existerai plus. Je te dirai ce que je sais alors que je ne sais pas. Et ma réponse est le silence et l'haleine que profère la bouche ouverte et noire. Tu ne respirais pas alors que tu étais dans le ventre de ta mère, mais son sang entrait et passait en toi, et ton cœur était amarré à son cœur par le milieu de ton ventre. Et étant sorti d'elle, tu respiras et tu poussas un cri. Et moi aussi, j'ai poussé un cri comme un nouveau-né, et j'ai tiré l'épée acérée et brûlante, et j'ai vu l'humanité s'écarter devant moi comme la séparation des eaux. Et voici que je reviens vers toi, et que je te retrouve dans la langueur de la mort. Faut-il que tous ceux que j'aime meurent et me laissent seul? Faut-il que tu te flétrisses dans mes mains comme une fleur d'eau avant que je ne t'ai demandé « Qui es-tu » et que tu ne m'aies répondu? Fausse d'ennui,
Horreur où je me tiens debout. Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il quelque chose de stable ici? Qui sculptera une lettre sur la paroi de la montagne? On peut manger, on peut mettre un plat devant soi et s'en repaître. Nos dents grincent sur des graviers et de nos yeux coulent des larmes invisibles. Va donc dans le lieu commun. Et maintenant, je te le dis, n'espère pas que tu subsistes, étant mort, car l'homme verra-t-il sans ses yeux? Et que pourra-t-il saisir autrement qu'avec ses mains? S'il en est ainsi, ô mon corps, tu m'as été d'un petit avantage, car tu meurs, et il faut que je meure avec toi. Je mourrai comme un quadrupède, et je n'existerai plus. Pourquoi alors m'a-t-il été donné de savoir cela? Ah! Ah! Oui, crie! Nuit! Oh, nuit! La nuit est vaste et large, et le soleil y disparaît. Et le silence existe où il n'y a point de voix et de parole. Jamais et à jamais. Crie! Crie! Pour toi, tu vis! Tu vis et tu me regardes mourir à tes pieds! Oh! Oh! Oh, tête d'or, ne peux-tu rien pour moi, car je souffre? N'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur de mourir, tout est mal. Ne t'en va pas, garde-moi, reste ici, laisse-moi avec toi. Un peu, que je ne te dégoûte pas parce que je meurs. Regarde, je te tiens la main. Qu'est-ce que je te disais donc? Va! La mort n'est rien. Souris. Ne veux-tu point me sourire? Seul. Comment? Seul. Seul. Que dis-tu? Je meurs. Ne suis-je pas avec toi? Seul. Je meurs. Car je ne sais qui je suis moi-même, et je fuis et m'échappe comme une source perdue. Pourquoi donc dis-tu que tu m'aimes? Pourquoi mens-tu? Car qui peut m'aimer? Puisque je n'existe pas alors que je ne subsiste pas. C'est l'indignation qu'il y a en moi. C'est la tension et la nausée dans laquelle je tire, essayant de m'arracher de la fermeture de mes os. Seul je meurs et je suffoque, et il y a quelque chose en moi qui n'est pas satisfait. Plus seul que l'enfant tué par sa mère et qu'elle enterre sous le fumier avec les assiettes cassées et les chats morts dans la terre pleine de gros vers roses. Que fais-tu? Reste. Voyons, tu ne peux te lever. Je veux me lever, marcher encore. Oh, je peux vivre. Laisse-moi, lâche-moi. Reste là, fou! Ne me reconnais-tu pas? Que veux-tu faire? Ne me lâcheras-tu pas, misérable? Oh, lâche, je te hais. Oh, bourreau, il me tient, ne me lâcheras-tu pas? Vois. Oh, oh, oh. Tais-toi, apaise-toi. Oh. Tu me glaces. Ne hurle pas comme une louve dans cette nuit maudite. Oh! Oh Dieu! Sébès. Toi, laisse-moi. As-tu oublié? Laisse! Tête d'or, il y a plusieurs espèces d'hommes, les faibles et les forts, les malades et ceux qui se portent bien. J'ai pitié d'eux, les inhabiles et les bègues, les pauvres d'esprit, et ceux qui demandent qu'on leur donne quelque chose. Et du sourire qu'ils ont alors que le frisson de la honte leur passe dans le dos. Et de ceux dont on se moque et qui ne savent que répliquer, et des lâches, et de ceux qui des ténèbres de leur âme exhalent une prière sans odeur. Et toi, n'auras-tu point pitié de moi aussi? Et je te dis comme cette femme,
quand elle est morte sur le talus de la route, pourquoi me laisses-tu mourir? Prends-moi avec toi si tu veux. Penses-tu que je ne sois pas là? J'essayais en gémissant de me retirer des mains fortes et dures, et voici que tu pleures et que tu veux me ramener à cet affreux sommeil. Le vent souffle et le monde n'avance, étant devant mes yeux désespérés, et je regarde et je m'emplis de honte. Oh, le sort de l'abeille et de l'insecte qui ne vit qu'une saison et un jour. Et toi aussi, mourant, tu me conseilles de mourir. Je ne peux pas sortir mes membres de ces dures charnières. Quel espoir! Je te regarde, et c'est ainsi que tu gis étendu. Va, il ne s'agit pas de cela. Tout est mieux que tu crois, mais dis. Je ne sais pas, comprends-moi. Hein? Quel orgueil intérieur, quelle secrète flamme! Moi non plus, je ne sais pas. Je suis là. Tu parles de choses cachées qu'il dégoûte la langue épaisse de dire. Des histoires sans raison, du sang qui coule comme de la salive. Une petite parole de consolation veille au fond de tout abandonnement. Hors du silence, une voix, telle que la voix humaine, s'est adressée à mon cœur, et il s'est fondu comme une masse de fer. Elle résonne encore. Cet espoir nous réchauffe comme le café. Ô divin géranium, ô caillot de soleil, il palpite, il saigne comme une loque de viande, car une force est en moi, et un esprit tel qu'un soufflet sur le fer qui est au feu. Je t'en prie, ne demande plus rien. Il le faut cependant. Mère, mon frère, ô ma nourrice, aux côtes cuirassées. Eh bien, ô frère, ainsi tu n'as rien trouvé à me dire à ce dernier moment. Eh bien, moi, j'ai à te dire quelque chose. Et quoi? Il n'a pas été permis que je meure ainsi désespéré. Et maintenant, je suis au-dessus de la douleur et elle n'a plus rien de moi. Tête d'or. Quoi, frère? Prends-moi dans tes bras et tiens-moi, car il n'y a plus en moi aucune force, et mets-moi sur ton épaule comme une brassée de feuillage. Ô tête d'or, tu as fait couler ton sang sur moi, et moi je pèserai sur toi et je me répandrai sur toi tout entier, car je ne tiens plus à rien et je suis comme une branche coupée. Je te tiendrai donc à mon tour. Ils disent que si au milieu de sa route, dans une sauvage solitude, le cœur fait que le piéton s'arrête tout à coup, c'est l'amour, tel que l'homme et la femme s'étreignent misérablement. Ils ne se reconnaissent plus eux-mêmes, et celui qui aime ressent une douleur comme s'il avait été frappé sous la côte. Et voici qu'il invente ces paroles qui commencent par « ô », imitant les cris perçants des oiseaux de mer, car leur silence est comme la paix des eaux. Qu'as-tu à me dire? Ô tête d'or, je ne suis pas une femme et je ne suis pas aucun homme non plus, car je n'ai pas l'âge plein et je suis comme si je n'étais plus déjà. Qui es-tu donc? Ô tête d'or, toute peine est passée, le rai est rompu, et je suis libre, je suis l'herbe qui a été arrachée de la terre. C'est la joie qui est dans la dernière heure, et je suis cette joie même et le secret qui ne peut plus être dit. Ô tête d'or, je me donne à toi et je me livre entre tes mains, c'est pourquoi tiens-moi pendant que je suis avec toi. Ô Cébès,
que je tiens ainsi. Je t'interrogerai à mon tour. La main et la figure s'approchent de la figure, et elle ne la touche pas, car il y a entre elles comme un verre. C'est la douleur de l'amour, par qui il est comme de l'eau qui bout. Aime-moi donc davantage, car à peine suis-je un homme vivant, et je suis comme un oiseau qu'on a saisi au vol. Ô frère, je t'ai pris jalousement la femme que tu aimais, et tu aurais été heureux avec elle. Mais il ne fallait pas que tu en aimasses un autre que moi. Frère, enfant, ô toute la tendresse qu'il y a en moi. Je te tiens entre mes mains, ô poids, ô sacrifice, que je porte dans mes bras comme un mouton dont les pieds sont liés ensemble. T'appellerai-je mon enfant ou mon frère? Car j'étais plus attentif à toi qu'un père ne l'eût été à la petite figure pâle. Et mon cœur était attaché au tien par un lien plus fort et plus doux qu'à son frère ne l'est un frère aîné, quand il joue et cause doucement avec lui le soir et qu'il l'aide à défaire ses souliers. Oh, mon ami, trouvé dans les ténèbres, voilà donc que tu me quittes et me laisses tout seul. Ô tête d'or, comme tu t'es donné à moi, c'est ainsi que je me donne à toi. Et comme tu ne m'as pas donné ton secret, c'est ainsi que je ne te donnerai pas le mien. Je ne pèse plus, et je suis comme une chose qui ne peut plus être tenue. Adieu. Maintenant, recouche-moi. Le jour. Le froid matin violet glisse sur les plaines éloignées, teignant chaque ornière de sa magie. Et dans les fermes muettes, les coqs crient « Cocorico !» C'est l'heure où le voyageur blotti dans sa voiture se réveille et regardant au dehors tousse et soupire. Quelle heure est-il ? La nuit est finie. Elle est finie. Et le matin par qui la mer s'embrase et dont les feux immenses colorent les toits et les pylônes renaît. Je sens la fraîcheur du vent. Ouvre la fenêtre. M'entends-tu? Dis, m'entends-tu encore? Comme le soir est beau, ô Cébès, tout se tait et il n'y a personne qui parle. Et comme l'odeur de l'armoire au pain, et comme le souffle du four, alors qu'on en ouvre la gueule, c'est ainsi que devant nous s'étend la plénitude des champs. Voici la nuit, le pré est épais, et c'est à peine si au loin on entend la faux dans l'herbe profonde. Déjà, les étoiles brillent en désordre, et le oiseau des nuits qui chante par intervalles, alors qu'au-dessus de la terre commence l'ascension des cieux étoilés. Horreur! Je suis seul. J'ai froid. Qu'est-ce que cela me fait? En vérité, peu m'importe qu'il soit mort. Pourquoi nous lamenterions-nous? Pourquoi serions-nous émus de quoi que ce soit? Quel homme de sens se prêterait à cette bouffonnerie? Cet être qui pouffe et dont les sanglots lui font hocher la tête
va rugir de joie dans les mêmes plis. C'est ainsi qu'ils braient par leur embouchure. Pantin! Il est mort, et je suis seul. Suis-je de pierre? Il me semble que les feuilles des arbres sont en toile ou en tôle, et que tout l'air est un décor qu'on regarde ou non. Et ce soleil, dont les premiers rayons, comme s'ils touchaient, jadis me faisaient résonner comme une pierre lancée contre le bronze, il peut se lever. Cela m'est aussi égal que de voir un poumon de vache flotter à la porte d'une boucherie. Pourquoi vivre? Il m'est indifférent de vivre ou d'être mort. Cela me fait mal. Aujourd'hui est venu que je dois montrer qui je suis. Il y a moi, il faut, seul, eux tous. Je marcherai, je meurtrirai le mufle même de la bestialité d'un poing armé. Je parlerai devant cette assemblée de saligots et de lâches, où je mourrai, où je m'établirai mon propre empire. Hola! Hola! Alors Christian Schiaretti, Tête d'or, c'est la première pièce de Claudel? C'est la seule? Oh non, c'est pas la seule. Non, ce n'est pas la seule du tout. La force qu'elle a, c'est que c'est la déflagration initiale. Voilà, c'est surtout l'arrivée d'un très 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 jeune poète de la dramaturgie de l'époque et qui est dans une pulsation rimbaldienne. Il y a du Rimbaud dans Tête d'or, bien évidemment, et dans la prosodie et dans le personnage. Avec la thématique de la force qui va, quoi, de la force pure, enfin de l'énergie pure, et une proposition scénique qui, d'une certaine façon, comme à l'origine de ce mouvement du théâtre d'art, ne se pose pas véritablement la question de la représentation. Je dirais qu'il y a une sorte de liberté d'écriture, car l'injouabilité, a priori, de l'œuvre est moteur. Hein, c'est-à-dire que c'est ce qui permet en fait le débordement de mots auxquels on a affaire. Donc ça a quelque chose d'initial, d'une part, et d'autre part, qui garde une trace de cette injouabilité. Enfin, je pense que Claudel, d'une façon générale, c'est une ligne d'étiage dans notre métier. Et il y a ceux qui ont passé le miroir claudélien et qui, du coup, en gardent un rapport à la langue très particulier, enfin pour moi, hein. Et de la même façon pour les metteurs en scène. Il y a ceux qui ont abordé et ceux qui n'ont pas abordé. Parce que d'une certaine façon, hormis des drames, on dirait de l'intime, hein, je pense à l'échange ou au partage de midi, et c'est une définition un peu réductrice, mais enfin au moins où on peut authentifier la narration du point de vue d'un nœud psychologique des personnages entre eux, hormis cela, toutes les œuvres de Claudel sont énigmatiques, et dans leur trame narrative, soit La Ville, ce soit L'Annonce faite à Marie, Tête d'or, le Soulier de satin, dans leur débordement, quoi. Et quand on les aborde comme une montagne, quoi. On a fait ou on n'a pas fait, on a gravi ou on n'a pas gravi l'œuvre claudélienne. Alors, quand on est metteur en scène comme vous l'êtes, est-ce que les didascalies sont importantes ? Oui, elles le sont. Enfin, alors ça, c'est un positionnement général. C'est-à-dire, je pense qu'il est bon de toute façon de les appliquer, de les lire et de les vérifier. Parfois, elles ont une dimension réductrice, un peu comme si l'auteur se projetait dans une possibilité scénique qui contredit en quelque sorte la puissance incantatoire de sa poésie. Quelquefois, ça réduit
Et puis quelquefois, au contraire, ça aide à simplement comprendre bêtement ce qu'il propose ou ce qu'il veut dire. Mais en général, j'ai tendance, quelle que soit l'œuvre, à y obéir d'abord dans un rapport de naïveté totale, et puis ensuite de m'en émanciper selon ce qui se passe au plateau. Parce que vous savez, quand vous travaillez une œuvre, il y a des paramètres qui sont des paramètres extérieurs à l'œuvre qui la révèlent. Ce soit le public, ce soit l'espace ou que ce soit l'acteur. L'acteur a sa poétique propre. Si c'est André Marcon qui saisit Tête d'Or, il saisit Tête d'Or avec son propre itinéraire, avec sa propre vie d'acteur, avec son être, avec son corps. Et d'une certaine façon, c'est déjà une lecture. Mais pas plus que dans Feydeau, en fait, alors pour vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de décrire le palais de Sébès avec des grandes fenêtres. Alors oui et non. C'est-à-dire que le propre de l'œuvre dont la matrice est strictement poétique, c'est-à-dire dont le langage est d'essence poétique, c'est qu'il y a toujours un plus dans la poésie, il y a un ailleurs dans la poésie, il y a une résolution qui ne se fait pas du point de vue du sens, souvent, un plus, un dépôt, qui permet d'être dans une célébration collective où la langue fait tout. Je pense que dans une œuvre qui est aussi construite sur l'acte de parole, on peut le faire. Et effectivement, on n'a pas besoin de représenter un palais, on n'a pas forcément besoin de représenter la grotte pour Violaine et Marat, on n'a pas besoin de représenter la cuisine de Combernon. Vous savez que lorsque Claudel vit l'annonce faite à Marie chez Lugnepo, c'était joué comment au théâtre de l'œuvre ? C'était joué devant la toile. Donc on était face à un oratorio. Il n'en fut pas vraiment satisfait. En réalité, il lui manquait une concrétude. Et il découvrit en fait la vraie forme pour lui théâtrale à Heilrau, où ce fut monté par les équipes allemandes, dans une traduction allemande, à laquelle il avait participé. Et il en a tiré une théorie, à l'époque, qui s'appelait la théorie de l'acteur permanent. L'acteur permanent, c'était pas l'acteur, c'était les objets. Mais les objets signifiants. Donc en fait, il avait une scène sur laquelle tout était prêt. La porte, le foyer, la grotte, voilà. Même pas, je ne sais même pas s'il y avait une pelle. C'était des objets, disons, qui référençaient un lieu. Et les acteurs allaient de lieu en lieu, et ça lui suffisait pour représenter. Alors ça, c'est le Claudel, je ne sais plus, Heilrau, je crois que c'est 1912. Et puis un peu plus tard, juste avant la Première Guerre mondiale. Et puis, lorsqu'il l'a monté lui-même en 1955, à la Comédie Française, eh bien là, il s'est senti obligé de l'inscrire dans un monde réel. On voyait vraiment une cuisine, on voyait vraiment une représentation tangible. Voilà. Et il a été toujours, vis-à-vis de cette pièce, que je connais bien, dans cet écart-là. Tête d'Or, c'est pas la même chose, parce que ça n'a pas eu la même... L'annonce, il l'a accompagné tout le temps avec des versions différentes. Tête d'Or, c'est resté enclos dans l'écriture initiale, dans le geste initial. Parlons de la langue. Est-ce qu'il faut restituer le sens ? Est-ce que c'est quand même quelque chose qui est important ? C'est important. Il faut savoir de quoi l'on parle. Ça, le sens, on va dire, le sens vérifiable, le sens analytique, le sens narratif. Il y a plusieurs sens. Le sens de la narration. Quelle est l'histoire que l'on raconte ? Ensuite, il y a le sens... les péripéties et puis l'intérieur des... Oui, et entre deux, il y a d'autres choses encore. Il y a le sens de la péripétie, mais il y a aussi le sens simplement bête de ce qu'on signifie au moment où on le dit, pour expliquer quelle est l'image. Et puis il y en a un autre qu'on ne peut pas vérifier et qui est propre à l'acte poétique, qui est comment s'achève dans l'oreille du spectateur l'agencement poétique. Ce sens-là, on ne peut pas le vérifier. Et selon les salles que l'on a, le poème étant destiné à être écouté, à être entendu, il ne s'achève que dans l'oreille du spectateur et il est modifié selon les oreilles que l'on convie. Ici à Brangue, on a des oreilles, on va dire, affinées, de hautes oreilles. On a évidemment une écoute ou un silence dans lequel s'inscrit la parole, plus grand et peut-être une ouverture plus grande qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'un public plus naïf, plus prosaïque. Chez Claudel, c'est quand même particulier c'est quand même une des rares propositions versifiées, puisqu'elle est versifiée, qui n'est pas Alexandre. Alors, il y a cette idée du verset claudélien. Claudel lui-même, sur la question du verset claudélien, entretient des rapports de suspicion. Si la phrase s'arrête à un moment donné, c'est pour donner du poids à ce qui va arriver ensuite. Voilà, c'est qu'il y a un sens qui traverse l'ensemble d'une réplique, par exemple, et si on prend par le segment, il faut respecter le suspens. Ouais. Et le suspens qui est donné existe. Il est comme si on restituait la typographie. Je prends un exemple bête, mais ça, là c'est Sébès. Vous voyez, je vais vous lire la phrase d'une façon normative. Plus seule que l'enfant tué par sa mère et qu'elle enterre sous le fumier avec les assiettes cassées et les chats morts dans la terre pleine de gros vers roses. Bon, quand on entend ça, on comprend. Je veux dire, voilà. Plus seule que l'enfant tué par sa mère et qu'elle enterre sous le fumier avec les assiettes cassées et les chats morts dans la terre pleine de gros vers roses. C'est une prémonition de l'abandon de la mère du corps de l'enfant dans un milieu putréfié. Voilà. Comment c'est écrit ?
plus seule que l'enfant tué par sa mère et qu'elle enterre sous le fumier avec. Les assiettes cassées et les chats morts dans la terre pleine de gros vers roses. Oui, il y a une vision qui apparaît. Voilà, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, le « avec », qui normalement, évidemment, organise la phrase, il le laisse en ouverture. Alors, soit l'acteur passe au-dessus, et à ce moment-là, on perd ce qu'on a à la lecture, c'est-à-dire ce blanc qui suit le mot « avec », soit on le respecte, et ça lui demande d'avoir recours non pas à une hésitation psychologique qui donnerait « enterre sous le fumier avec ». Non, les assiettes cassées. Vous voyez, là on est vulgaire en quelque sorte, mais voilà, et on l'organise. Alors si, là je vous le donne sur 2 vers, mais si on fait ça sur l'ensemble du vers, on va entendre une musique, en réalité, et on va entendre des segments de sens qui font sens en eux-mêmes, qui ne sont pas liés au sens général. Donc la difficulté de l'acteur, c'est d'avoir d'un côté la conscience du sens général, et en même temps, par cette scansion, l'ouverture de tous les sens qui correspondent à l'émission d'un vers, quoi. Vous voyez, on voit bien sur la typographie, on voit bien comment c'est fait, quoi. Mais c'est une question complexe parce que nous, notre répertoire est d'abord un répertoire classique qui s'organise à partir de la langue du XVIIe, classique. Et on a un rapport au vers principalement fait d'alexandrin et qui connaît soit son orthodoxie, soit son dérèglement romantique. Mais en gros, notre corpus de rapport à un texte versifié est assez simple dans notre tradition théâtrale, dans notre travail de tous les jours. On peut dire, en gros, il est là. Et puis on a une antériorité au vers classique, qui est le vers baroque, qu'on pratique très peu, et qui lui, par contre, travaille sur la sonorité, sur un lexique contradictoire, voire sur du mauvais goût, voire sur du jeu avec les consonances, avec le mot. Mais ça, on l'a refoulé. Et puis après, au-delà, après Victor Hugo, qui retrouve un peu cette veine de jeu avec le vers, au-delà, vous avez avec Claudel, tout d'un coup, une irruption, moi, que je trouve d'essence baroque. Hein, je trouve que Claudel a ce débordement que le soulier de satin va sublimer, et qui propose à l'acteur une conscience qui est au-delà d'un sens vérifiable ou d'un vers, si vous voulez, domestiqué. Voilà. Je trouve qu'il y a, là il est rampaldien, c'est-à-dire que ça emmène, un acteur qui joue du Claudel est épuisé. On parle du souffle hugolien, on doit parler du souffle claudelien. Absolument, parce que là ce que je vous ai lu, par exemple, devrait correspondre normalement à l'épuisement d'un souffle. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre à l'intérieur d'un segment de verre tout le souffle, la forge. Et d'ailleurs, Claudel en parle ainsi. C'est la vie. Oui, absolument, c'est une respiration. De toute façon, c'est ça qui est très beau, c'est que c'est en même temps, vous voyez, là, on est à Brang, on voit bien, il a choisi cette propriété. Cette propriété dit quelque chose de la nature profonde de son œuvre poétique. Alors elle est terrienne, massive, et dans l'élévation de l'arbre, et avec, je dirais, une terre humide. Enfin, moi, quand je travaille avec les acteurs, j'utilise souvent ça. C'est comme un soc de charrue, si vous voulez. Oui, ça résiste. C'est un théâtre du corps aussi, Claudel, de par là. C'est-à-dire que, vous voyez, hier, David Mambouche qui disait Sébès, je lui avais demandé de prendre, quand il dit de prendre... Une grosse sensualité. Voilà, d'être dans le vécu corporel du mot, même pas de la phrase, du mot. Parce que le champ lexical chez Claudel est incroyable. Enfin, il y a une richesse lexicale énorme. Et d'être dans une dépense qui n'épuise jamais sur la consistance du mot. Donc du coup, ça renvoie paradoxalement à un théâtre de l'élévation et un théâtre d'un ancrage, en tout cas dans la langue, extrêmement concret. Enfin, il faut d'ailleurs que les mots que les acteurs portent aient leur concrétude. Alors après, si vous voulez, moi par exemple, je suis pour respecter tous les muets, de façon à rendre une résistance du rapport au mot. Que le mot avance comme une force et qu'il soit déployé. Bon, alors ça après, si vous voulez, ce sont des écoles, il n'y a pas une vérité. Je pense qu'il y en a il y a une honnêteté, voilà. C'est-à-dire que face à cela, au monde du Claudel, on a choisi du Claudel. On ne va pas faire de Claudel sous un psychologique. Non, on ne peut pas le dire. Il faut y aller, voilà. Exactement. Je vous prends un exemple là pour donner la sensualité quand même de certaines phrases. Nous avons réuni nos bouches comme un seul fruit, ayant notre âme pour noyau, et elle me serrait de ses bras naïfs. Ça, c'est la première version. Et la deuxième, il est revenu un peu en arrière. Nous avons réuni nos âmes par la bouche, et elle me serrait de ses bras naïfs. Je préfère la première. Moi aussi. Oui. C'est triste. Non, c'est pas triste. Et ça pose aussi le vrai problème du choix. Quand on monte une première ou une deuxième version. Ou est-ce qu'on a le droit de panacher ? Alors, c'est une question intéressante parce que là, je l'ai vécu dernièrement sur l'annonce Fête à Marie. L'annonce Fête à Marie a connu énormément de versions. Moi, j'ai monté l'annonce Fête à Marie dans la première version par défi.
Parce que la seconde, Claudel l'écrit avec une conscience de la scène. C'est-à-dire qu'il veut que ce soit monté ou il veut que ce soit possiblement monté. Dans la première version, il ne se pose pas véritablement la question et il finit sur un oratorio terrible. La deuxième se termine avec la mort de Violaine. Le père ramène le corps et elle meurt. Et ça se termine. Donc à la fin, elle meurt, si vous voulez. On est dans une trame narrative vérifiable. Dans l'autre, non. Elle meurt. Et puis derrière, vous avez, je ne sais pas, au bas mot, une petite heure d'oratorio sur les positionnements devant l'inconnu des trois hommes concernés. Le monté, c'est de l'ordre du pari. C'est un pari intéressant parce qu'il se base et sur la performance de l'acteur et sur une confiance que l'on ferait à la capacité d'élévation de la salle, quoi. Alors de ce point de vue-là, j'ai toujours refusé, moi, à composer. Et j'ai toujours tendance à choisir le geste initial. Ce serait vrai pour Tête d'Or, ce fut vrai pour la danse faite à Marie. Est-ce qu'il existe un héros claudélien ? S'il y a un héros claudélien, c'est l'acteur. Voilà, je pense que tout acteur abordant les partitions claudéliennes est héroïque. Après, il y a évidemment des héros dans le théâtre de Paul Claudel, c'est évident. Alors, il y a Rodrigue, même s'il fonctionne en anti-héros au bout d'un moment, ou Tête d'Or, bien sûr. Mais je crois que le véritable héros du théâtre claudélien, c'est l'acteur, mais vraiment. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est dans l'ordre du très haut, quoi. Ça ne peut pas s'aborder petit, quoi. C'est impossible. Et du coup, l'arrivée de l'acteur au plateau portant ce texte, regardez Cuny, enfin la mémoire de Cuny, hein, et à quelque chose de tellurique, quelque chose de, et en même temps d'élevé, qui en fait on part là-dedans, vous voyez, à perte. Enfin voilà, voilà, le héros chez Claudel, c'est l'acteur ou l'actrice, hein, bien sûr. C'est le survivant de l'aventure. Oui, et puis c'est aussi celui qui a traversé le miroir, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qui dépasse, quoi, qui va chercher en lui les ressources et énergétiques et j'ai envie de dire, pas métaphysiques, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas spirituelles, bien sûr. Inouï, voilà. Et inattendu. Hein, voilà. Merci Christian Schiaretti. Merci à vous. On sent que c'est un poète qui avale, qui gobe, qui mange le monde comme un énorme fruit. Denis Podalides. Il est dans une rêverie cosmique, mais en même temps ultra concrète. Le poème Le Porc est absolument prodigieux, quoi. C'est d'ailleurs un autoportrait. C'est une bête solide et tout d'une pièce, tout à fait Claudel, sans jointure et sans cou, il est déjà un peu gras, ça fonce en avant comme un soc. Ça c'est bien Claudel. Cahotant sur ses 4 jambons trapus. Oui, c'est une trompe en marche qui quête, et toute odeur qu'il sent, il n'y a plus qu'en son corps de pompe, il l'ingurgite. Que s'il a trouvé le trou qu'il faut, il s'y vautre avec énormité. Il y a du côté Rabelais dans Claudel. Le côté rien du monde, y compris la merde, touché par la grâce, parce que tout ça, c'est l'énorme création de Dieu. Il est un tel croyant que même la merde, pour lui, est sainte. Quelque chose comme ça. Ce qu'il y a un désir de vivre et en même temps une mélancolie profonde qui s'exprime. C'est-à-dire que c'est un jeune homme qui ne tient pas dans le carcan intellectuel dans lequel on a essayé de le faire entrer. Il ne tient pas, il a envie de faire tout sauter. Ça aurait pu, je ne sais pas, dans un autre milieu social, il aurait pu faire sauter des bombes. Il aurait fait partie de la bande à Bono. Et c'était un terroriste. Hein. Il a un côté de terroriste. Il fait sauter. Alors c'est pas des bombes, c'est des livres, mais c'est tout comme. Merci Denis Podalides. De rien. Parmi les influences importantes que Paul Claudel revendique, il y a Maurice Maeterlinck. C'est Christian Schiaretti dans La cour du château qui nous présente Intérieur, édité en 1894. 6 ans avant Tête d'Or, en fait.
mots avant de faire entendre à l'intérieur. En fait, l'idée sera pour la saison prochaine de le réaliser dramatiquement devant le château de Brangue. Mais comme première étape, on le fait d'abord sous une forme nue et qui s'approche de l'oratorio. Mais en même temps, je vais vous donner la situation, je dirais 2 mots de cela parce qu'elle est quand même paradoxale. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'abord d'une architecture, c'est-à-dire d'une maison dans un parc qui, vers son entrée, vers l'extérieur, ce qui permet de sortir et d'entrer dans la maison, a des volets et des portes closes, et à l'arrière-plan, des fenêtres sans volets et ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a une métaphore conscient-inconscient, c'est clair. Et du côté où les fenêtres sont ouvertes, arrivent 2 personnages pour annoncer la mort d'une des filles de la maison. Donc ces personnages observent l'intérieur et le décrivent et sont liés à leur incapacité, à leur velléité de dire. Mais en tout cas, cela pose la question de 2 récits simultanés, un parlé, les personnages qui viennent, un muet, ceux que l'on observe. Alors pour le faire entendre en lecture, évidemment, le plus simple eût été que les didascalies soient lues et que l'on vous décrive les mouvements intérieurs décrits par les personnages. Mais cela procure l'irruption d'une vulgarité dans le récit. C'est-à-dire que tout d'un coup, le récit de Maeterlinck est détruit par la prose journalistique de la didascalie, si vous voulez, qui, elle, décrit bêtement ce qui se passe à l'intérieur, alors qu'eux n'en reçoivent que les faits ou l'impression. Donc, nous avons décidé de ne pas vous lire les didascalies et de laisser, si vous voulez, la capacité d'imaginer ce qui se passe dans la maison. Donc, vous aurez des blancs dans lesquels, eux, voient des choses qu'ils parleront, mais que vous ne verrez pas. Voici la didascalie qui ouvre la pièce, qui est dans un acte unique. Un vieux jardin planté de saules, au fond une maison dont 3 fenêtres du rez-de-chaussée sont éclairées. On aperçoit assez distinctement une famille qui fait la veillée sous la lampe. Le père est assis au coin du feu. La mère, un coude sur la table, regarde dans le vide. 2 jeunes filles, vêtues de blanc, brodent, rêvent et sourient à la tranquillité de la chambre. Un enfant sommeille, la tête sur l'épaule gauche de la mère. Il semble que lorsque l'un d'eux se lève, marche ou fait un geste, ses mouvements soient graves, lents, rares, et comme spiritualisés par la distance, la lumière et le voile indécis des fenêtres. Le vieillard et l'étranger entrent avec précaution dans le jardin. Nous voici dans la partie du jardin qui s'étend derrière la maison. Ils n'y viennent jamais. Les portes sont de l'autre côté. Elles sont fermées et les volets sont clos. Mais il n'y a pas de volet par ici et j'ai vu de la lumière. Oui, il veille encore sous la lampe. Il est heureux qu'il ne nous ait pas entendu. La mère et la jeune fille seraient sorties peut-être, et alors, qu'aurait-il fallu faire? Qu'allons-nous faire? Je voudrais voir d'abord s'ils sont tous dans la salle. Oui. J'aperçois le père assis au coin du feu. Il attend, les mains sur les genoux. La mère s'accoude sur la table. Elle nous regarde? Non. Elle ne sait pas ce qu'elle regarde. Ses yeux ne clignent pas. Elle ne peut pas nous voir. Nous sommes dans l'ombre des grands arbres. Mais n'approchez pas davantage. Les 2 sœurs de la morte sont aussi dans la chambre. Elle brode lentement. Et le petit enfant s'est endormi. Il est 9 heures à l'heure de l'horloge qui se trouve dans le coin. Il ne se doute de rien. Il ne parle pas. Si l'on pouvait attirer l'attention du père et lui faire quelques signes, il faut bien que l'un d'eux l'apprenne avant les autres. Je ne sais qui choisir. Il faut prendre de grandes précautions. Le père est vieux,
est maladif, la mère aussi, et les sœurs sont trop jeunes. Tous l'aimaient comme on n'aimera plus. Je n'avais jamais vu de maison plus heureuse. Non, non, n'approchez pas de la fenêtre, ce serait pire qu'autre chose. Il vaut mieux l'annoncer le plus simplement que l'on peut, comme si c'était un événement ordinaire, et sinon leur douleur veut surpasser la nôtre, la vôtre, et ne sait plus que faire. Allons de l'autre côté du jardin. Nous frapperons à la porte et nous entrerons comme si rien n'était arrivé. J'entrerai le premier. Ils ne seront pas surpris de me voir. Je viens parfois le soir leur apporter des fleurs et des fruits et passer quelques heures avec eux. Pourquoi faut-il que je vous accompagne? Allez seul, j'attendrai qu'on m'appelle. Ils ne m'ont jamais vu. Je ne suis qu'un passant. Je suis un étranger. Il vaut mieux ne pas être seul. Un malheur qu'on n'apporte pas seul est moins net et moins lourd. J'ai songé en venant ici. Si j'entre seul, il me faudra parler dès le premier moment. Ils sauront tout en quelques mots et je n'aurai plus rien à dire. J'ai peur du silence qui suit les dernières paroles qui annoncent un malheur. C'est alors que le cœur se déchire. Si nous entrons ensemble, je leur dis par exemple après de longs détours, on l'a trouvée ainsi. Elle flottait sur le fleuve et ses mains étaient jointes. Ses mains n'étaient pas jointes. Ses bras pendaient le long du corps. Vous voyez qu'on parle malgré soi. Le malheur se perd dans les détails, sans quoi, si j'entre seul au premier mot, tel que je les connais, ce serait effrayant. Et Dieu sait ce qui arriverait. Mais si nous parlons tour à tour, ils nous écouteront et ne songeront pas à regarder la mauvaise nouvelle. N'oubliez pas que la mer sera là et que sa vie tient à si peu de choses. Il est bon que la première vague se brise sur quelques paroles inutiles et il faut qu'on parle un peu autour des malheureux et qu'ils ne soient pas seuls. Les plus indifférents portent sans le savoir une part de la douleur. Elle se divise ainsi sans bruit et sans effort comme l'air ou la lumière. Y avait-il longtemps que vous l'aviez trouvé lorsque je suis arrivé? Quelques instants à peine. J'allais vers le village. Il était déjà tard et la berge devenait obscure. Je marchais, les yeux fixés sur le fleuve, parce qu'il était plus clair que la route, lorsque je vois une chose étrange, à 2 pas d'une touffe de roseaux. Je m'approche et j'aperçois sa chevelure qui s'était élevée presque en cercle au-dessus de sa tête et qui tournoyait ainsi, selon le courant. Avez-vous vu trembler sur leurs épaules la chevelure de ces 2 sœurs? Elles ont tourné la tête de notre côté. J'ai peut-être parlé trop fort. Je suis entré dans l'eau jusqu'à la ceinture et j'ai pu la prendre par la main et l'amener sans effort sur la rive. Elle était aussi belle que ses sœurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu tout courage. Marthe et Marie sont aux côtés de la petite morte. Les paysans allaient faire un brancard de feuillage et j'ai dit à l'aîné de venir nous avertir en hâte au moment où il se mettrait en marche. Nous n'aurions pas dû les regarder ainsi. Je croyais qu'il y avait qu'à frapper à la porte et entrer simplement, à chercher quelques phrases et à dire « mais je les ai vus vivre trop longtemps sous leur lampe. » Ils viennent, grand-père. Est-ce toi? Où sont-ils? Ils sont au bas des dernières collines. Ils viendront en silence? Je leur ai dit de prier à voix basse. Marthe les accompagne.
sont nombreux. Tout le village est autour des porteurs. Ils avaient apporté des lumières. Je leur ai dit de les éteindre. Par où viennent-ils? Par les petits sentiers. Ils marchent lentement. Il est temps. Vous l'avez dit, grand-père. Tu vois bien que nous n'avons rien dit. Ils attendent encore sous la lampe. Regarde, mon enfant, regarde. Tu verras quelque chose de la vie. Oh, qu'ils semblent tranquilles. On dirait que je les vois en rêve. Prenez garde, j'ai vu tressaillir les deux sœurs. Elles se lèvent. Je crois qu'elles viennent vers les fenêtres. Personne ne vient à la fenêtre du milieu. Elles regardent. Elles écoutent. L'aînée sourit à ce qu'elle ne voit pas. Et la seconde a les yeux pleins de crainte. Prenez garde. On ne sait pas jusqu'où l'âme s'étend autour des hommes. Grand-père. Ne pleure pas, mon enfant. Nous aurons notre tour. Ayez pitié, grand-père. Nous avons pitié d'eux, mon enfant, mais on n'a pas pitié de nous. Dites-le demain, grand-père. Dites-le quand il fait clair. Ils ne seront pas aussi tristes. Tu as peut-être raison. Il faudrait mieux laisser tout ceci dans la nuit. Que la lumière est douce à la douleur. Mais que dirait-il demain? Le malheur rend jaloux, et ceux qui l'a frappé veulent être avertis avant les étrangers. Ils n'aiment pas qu'on le laisse aux mains des inconnus. Nous aurions l'air d'avoir dérobé quelque chose. Il n'est plus temps d'ailleurs. J'entends déjà le murmure des prières. Ils sont là. Ils passent derrière les haies. Me voici. Je les ai conduits jusqu'ici. Je leur ai dit d'attendre sur la route. Ah, les cris d'enfants, encore! Je leur avais défendu de venir. Mais ils veulent voir aussi et les mères n'obéissent pas. Je vais leur dire. Non, ils se taisent. Tout est-il prêt? J'ai apporté la petite bague qu'on a trouvée sur elle. Je l'ai couchée moi-même sur le brancard, elle a l'air de dormir. J'ai eu bien de la peine. Ses cheveux ne voulaient pas m'obéir. J'ai fait cueillir des pâquerettes. C'est triste, il n'y avait pas d'autres fleurs. Et que faites-vous ici? Pourquoi n'êtes-vous pas auprès d'eux? Ils ne pleurent pas. Vous ne leur avez pas dit? Marthe, il y a trop de vie dans ton âme, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi ne pourrais-je pas comprendre? Vous ne pouviez pas faire cela, grand-père. Oh Marthe, tu ne sais pas. C'est moi qui vais leur dire. Reste ici, mon enfant, et regarde un instant. Oh, qu'ils sont malheureux. Ils ne peuvent plus attendre. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce n'est plus possible. Viens ici, mon enfant. Quelle patience ils ont. Viens ici, mon enfant. Où êtes-vous, grand-père? Je suis si malheureuse que je ne vous vois plus. Moi-même, je ne sais plus que faire. Ne regarde plus, jusqu'à ce qu'il sache tout.
Je veux y aller avec vous. Non, Marthe, reste ici. Assieds-toi à côté de ta sœur sur ce vieux banc de pierre contre le mur de la maison et ne regarde pas. Tu es trop jeune, tu ne pourrais plus oublier. Tu ne peux pas savoir ce que c'est qu'un visage au moment où la mort va passer dans ses yeux. Il y aura peut-être des cris. Ne te retourne pas. Il n'y aura peut-être rien. Surtout ne te retourne pas si tu n'entendais rien. On ne sait pas d'avance la marche de la douleur. Quelques petits sanglots, racines profondes, et c'est tout d'ordinaire. Je ne sais pas moi-même ce que je pourrais faire quand je les entendrai. Cela n'appartient plus à cette vie. Embrasse-moi mon enfant avant que je m'en aille. Restez ici. N'approchez pas des fenêtres. Où est-elle? Les autres. Les porteurs. Ils arrivent par l'allée qui conduit à la porte. Silence. Ne parlez pas. Elle l'ouvre? Au contraire, elle la ferme. Grand-père n'est pas entré? Non. Elle revient s'asseoir à côté de la mère. Les autres ne bougent pas. L'enfant dort toujours. Ma petite sœur, donne-moi donc tes mains. Marthe. Il doit avoir frappé. Ils ont levé la tête en même temps. Oh, ma pauvre sœur! Ils se regardent. Je vais crier aussi. Ils doivent frapper encore. Le père regarde l'heure. Il se lève. Ma sœur, je veux entrer aussi. Ils ne peuvent plus être seuls. Marthe! Marthe! Le père est à la porte. Il tire les verrous. Il ouvre prudemment. Vous ne voyez pas Quoi? ce qui porte? Il ouvre à peine. Je ne vois qu'un coin de la pelouse et le jet d'eau. Il ne lâche pas la porte. Il recule. Il a l'air de dire « Ah, c'est vous ?» Il lève les bras. Il referme la porte avec soin. Votre grand-père est entré dans la chambre. Il n'ose pas le dire. Il nous a regardés. Taisez-vous. Il s'assoit. Oh, la mère va comprendre. Silence. Il ne l'a pas encore dit. Il l'a dit. Il l'a dit tout d'un coup. Il l'a dit, il l'a dit. On n'entend rien. Ils sortent. Ils sortent. L'enfant ne s'est pas réveillé. C'était des extraits de Intérieur de Maurice Maeterlinck, avec Michael Lonsdal, Serge Margiani, Clémentine Verdier, Jeanne Brouet. Pour le partage de midi, retrouvons fraîchement débarqué de Moscou Vladimir Agiev et ses comédiens Tatiana Stepenchenka, Artem Smola, Alexei Nesterov, Alexei Baldassarov. Конечно, для потомственного дворянина занятие не слишком подходящее. Но что ты об этом думаешь? Я? Что я должна об этом думать? По-моему, было бы прилично, если бы вы не распространялись об этом дельце. В разговоре с нашим другом Меза
Главным таможенным начальником я был предельно осторожен и обтекаем. С одной стороны, он как никто другой может помочь в этом дельце. С другой стороны, я, по-моему, сделал так, чтобы не возбудить в нем никаких подозрений. Ну так давайте, пускайте в оборот ваши добрые отношения. Действуйте же. Тувара! Боже мой, как ты грубо. Я так и не смог тебе привыкнуть. Это твоя манера. Требовать, не стесняться в выражениях, непременно расставлять все точки над «и». Est-ce que les jeunes comédiens sont Oui. prêts à venir? Артем. Леша, идите сюда. On va leur demander si c'était une journée différente des autres ou c'était pour eux une soirée comme ils ont vécu en France déjà. Это был для вас в чем-то особенный вечер, а это был такой же, как другие, когда вы играли во Франции? Конечно, особенно, да, это даже лишний вопрос. C'est une question de trop. Bien sûr que c'était une soirée exceptionnelle. Каким-то новым пониманием материала вдруг. География. On a ouvert quelque chose de complètement nouveau qui nous a apparu aujourd'hui. Une nouvelle géographie dans tous les sens du terme. Но попав сюда, Mais en se retrouvant ici, dans cet endroit, даже еще в поезде Париж-Лион, même quand j'étais en train, j'ai découvert d'un coup comment j'aime ce pays. Даже больше, чем я. Ну что, а яблоки уже... Да, что? Это можно перевести. Это наше изé, c'est notre изé. Qu'est-ce qui différencie la femme fatale chez Claudel de la femme fatale chez Tchekhov, par exemple? Что отличает роковую женщину Клоделя от роковой женщины у Чехова, например? Ничем. Il n'y a pas de différence. Ничего не Il n'y a отличается. pas de différence Et du tout. pour Vladimir? Et для вас, Владимир, тоже? ну, Чехова я не ставил. J'ai jamais monté Tchekhov. Je ne peux pas répondre. Правда. C'est Ну, vrai. просто чисто по-человечески. На Mais самом деле, humainement, женщина... Ну что желает женщина? Qu'est-ce qu'elle Ну пусть désire, она даже enfin? будет роковая. Même une femme fatale, qu'est-ce qu'elle désire? Любви. Oui, elle désire l'amour. Если ее нет любви, без любви жить невозможно, правильно? Est-ce que pour vous, par exemple, Mesa est quelqu'un qui a un rapport avec l'amour qui est justement trop grand et qui ne peut pas assumer? Меза, как вы его видите, это он просто не в состоянии, как бы эта любовь, которая к нему спустилась, он просто не в состоянии, как бы, она как бы слишком много для него не готов, так? Он ставит такой вопрос, что человек должен отдать себя полностью. Pour Claudel, il dit que la condition, c'est que l'homme doit se donner entièrement, intégralement. Да, без остатка, да? Ну, то есть как бы умереть, на самом деле. Cela veut dire se donner entièrement, cela veut dire mourir, en fait. Se donner entièrement, c'est mourir. А если этого не будет, да, то он не придет к Богу. Sans cela, il ne peut pas Да venir и vers любви Dieu. нет, да, тут все. Donc voilà, c'est ça. Ты же знаешь, что без любви и смерти ничего не будет, да? Vous savez, François, que sans amour et la mort, il n'y a rien, dit Tatiana. Vous le savez. Ainsi s'achève cette émission consacrée à Paul Claudel. Correspondance Claudel Mallarmé par Gérald Garouti, extrait. Connaissance de l'Est par Denis Podalides. Le bateau ivre de Arthur Rimbaud. Tête d'or, la mort de Cébès. Intérieur de Maurice Maeterlinck, extrait. Partage de midi, extrait en russe. Avec Gérald Garouti, Philippe Maurier-Genoux et Xavier Legrand. Denis Podalides, William Nadilam. Jean-Pierre Jourdain, André Marcon et David Mambouche. Christian Schiaretti, Michael Lonsdal, Serge Margiani, Clémentine Verdier et Jeanne Brouet. Vladimir Agueev, Tatiana Stepenchenka, Artem Smola, Alexei Nesterov, Alexei Baldassarov et Katrina Bogopolskaya. Équipe technique. À Brangue, Jean-Marie Gué et Yannick Legendre. À Paris, Jean-Benoît Tétu. Assistant, Cédric Ossire. Réalisation, Myron Merson. Merci à Éric Favre, Marianne Perrault, la famille de Paul Claudel, Christian Schiaretti,
Laure Charvin, les comédiens du TNP de Villeurbanne, France Bleu Isère et toute l'équipe de ces 4e rencontres de Brand.